Eh bien bonjour, nous avons, je crois, l'immense plaisir de recevoir Jean-Claude Casatsu. Je pensais qu'il n'était pas nécessaire de vous présenter véritablement, que nous connaissions tous la figure de chef d'orchestre, que nous savions tous aussi tout le travail que vous avez fait à Lille et dans la région. Mais il y a quand même deux, trois choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Vous avez quand même un parcours assez atypique. La première chose, c'est que vous avez repris le nom de votre mère, peut-être pour être fidèle à la demande de votre arrière-grand-père, peut-être aussi parce que c'était un gage d'exigence. Vous avez peut-être, bon, par toute votre famille maternelle, vous avez baigné dans la musique depuis toujours. Et vous avez hérité, je pense, de votre famille paternelle, quelque chose de certainement très précieux pour un musicien, c'est de savoir écouter le silence. Vous avez commencé très très jeune, votre grand-père vous a mis au violon très jeune, mais c'est un instrument qui ne vous convenait pas, physiquement je pense, si j'ai bien compris, donc on vous a mis au piano. Il vous a fallu alors après suivre les cours de solfège, et la rigidité de l'enseignement de l'époque, mais peut-être encore toujours actuelle, vous a tout à fait braqué. Et donc, vous vous êtes retiré, vous avez arrêté. Il a fallu un événement, un choc, la mort de votre grand-père, et peut-être dans le même bond, votre grand-mère maternelle vous a emmené, vous avez découvert le monde symphonique, et c'est peut-être de cette conjonction-là qu'est né un absolu besoin et une absolue certitude que vous seriez chef. Alors, vous vous êtes mis au piano, vous l'avez déjà un peu pratiqué, mais d'une façon très libre. Enfin, vous avez exploré, vous essayez de retrouver ce que vous entendiez et vous le jouiez à l'oreille. Je crois que peut-être que votre famille n'était pas tout à fait enthousiaste à l'idée que vous embrassiez cette carrière-là, donc c'est à 18 ans que vous décidez que ce serait ça, que la musique serait votre vie, et vous faites des études de percussionniste. Ce qui vous a certainement beaucoup appris au niveau corporel, et au niveau de la fluidité du mouvement, de cette parfaite alliance entre la tête, le corps, le mouvement, ce qui est exprimé. Donc vous avez certainement là acquis une fluidité assez exceptionnelle. Et c'est 10 ans plus tard que vous décidez de vous appeler à ce qui vous était désigné depuis toujours, c'est-à-dire d'être chef, n'est-ce pas? Dis-donc, vous avez bien travaillé, hein, vous avez creusé, presque tout est exact. Non mais c'est vrai que moi j'adorais le violon, mais c'est vrai que ça me donnait des crampes, mais j'en ai gardé un amour indéfectible pour les cordes. C'est vrai que l'enseignement à l'époque était très caporaliste et ça m'a un peu embuté, ça a contribué à développer ma nature un peu rebelle. C'est vrai ensuite que, d'abord c'était pas mon arrière-grand-père, enfin mon grand-père souhaitait que tous ceux qui embrasseraient une carrière artistique prennent le nom de Casatsu, surtout musicale. Un peu à la mode catalane, puisque je suis d'origine catalane et russe parle aussi. Une branche de ma mère et de ma grand-mère, voilà, et puis mon autre grand-mère qui était cultivatrice, couturière, qui a perdu son mari à la guerre de 14, mais avait un très très beau jardin pour lequel elle travaillait à partir de 5 h du matin. Comme j'ai eu à une époque, j'étais un peu handicapé par une primo-infection, je suis resté plusieurs mois chez elle, et elle a développé en moi l'écoute et du silence et de la nature. Voilà. Puis alors après, en effet, j'ai joué du piano, comme vous l'avez dit très justement. J'avais un orchestre de jazz à 15 ans, et évidemment, au grand dam de mes parents, je séchais beaucoup de cours pour aller jouer avec mes copains. Et
puis mon père, anxieux de la précarité du métier de musicien, ne souhaitait pas que je fasse de musique, donc naturellement j'en ai fait. Parce que c'est très bien d'avoir des parents qui veulent que vous fassiez autre chose que ce que vous avez décidé, parce que comme ça vous renforce dans l'idée que c'est... Alors donc je l'en suis très reconnaissant. Et alors il m'a bien boosté dans la vie. Il fallait éduquer les aînés. Vous savez, les aînés, ça s'éduque comme ça sévèrement. Alors après, il m'a dit beaucoup plus tard, il m'a dit, tu vois ce que tu es devenu, j'ai été dur avec toi, je ne sais pas ce que je suis devenu, mais enfin, sans toi, peut-être que je serais devenu aussi différent. Non, mes parents nous ont donné beaucoup d'amour et en même temps, j'ai éprouvé un grand besoin de liberté. Cette liberté qui m'a été accordée d'ailleurs dans le Nord, où j'ai créé mon orchestre il y a 37 ans. Et à cause de ça, j'ai pu en effet développer les branches de l'arbre qui aujourd'hui porte ses fruits. Porte ses fruits, oui. Et vous avez du plaisir à en parler, seul pour vous. Mais donc, pour vous, la musique est vraiment un chemin de vie. Et vous dites qu'elle est sur un plan poétique la traduction la plus onirique de la vie, qu'elle ne s'adresse qu'à l'imaginaire. Mais en même temps, vous dites que vous la vivez au quotidien, comme cette volonté d'aller au cœur de la matière. Alors, qu'est-ce que l'imaginaire pour un musicien? Et peut-être pour un gars pour vous. C'est surtout pour l'auditeur, vous savez. C'est ça. C'est un peu comme une auberge espagnole de l'émotion. On y trouve ce qu'on y apporte de disponibilité. Il ne faut pas essayer de dire... Vous savez, nous, notre nation, les Français, nous sommes plus tournés vers la littérature, vers le rationnel, aussi vers la peinture, parce que les émotions, il faudrait pouvoir les expliquer. C'est pour ça que beaucoup de Français, vous leur demandez, est-ce que vous aimez la musique? Ah oui, je vais à l'opéra. Oui, mais enfin, l'opéra c'est bien, mais il y a aussi le reste de la musique, parce qu'à l'opéra, il y a les mots. Alors, je crois qu'il faut fermer les yeux, et quand vous demandez à des gens, vous aimez la musique? Oui, mais je n'y connais rien. C'est exactement comme si vous leur disiez, au départ, je ne sais pas, quand vous faites l'amour, vous n'avez pas pris un manuel pour savoir comment ça se passe. Alors que chez vous, en Belgique, il y a quelque chose de fantasque, d'iconoclaste, de parfois surréaliste. Et en tout cas, l'imaginaire joue un très grand rôle. Je dis en France, ce sont surtout nos élus, souvent, qui sont, et nos politiques, et quelquefois les journalistes qui sont moins tournés vers la musique, mais le public, de plus en plus, est demandeur. Et quand je dis que ça s'adresse à l'imaginaire et que c'est la traduction la plus poétique de la vie, parce qu'on trouve tout, la souffrance, la joie, l'espérance, la colère. Et donc ce n'est pas du tout imaginaire. Enfin, c'est-à-dire que ça traduit des sentiments. Oui. Voilà. Et ces sentiments-là, si on les éprouve, c'est difficile à décrire. Il n'y a que Suskind, comme le parfum, qui a su décrire ce que c'était que le parfum. Mais la musique, ça s'éprouve, ça se ressent, ça se vit, ça se respire, ça se savoure. Et je crois qu'il faut se mettre simplement en état de disponibilité. Ça vous raconte des histoires. Alors, vous dites également qu'un musicien s'exprime lui-même. Mais en tant que moi je suis plasticienne, il y avait quelque chose qui m'intriguait. Parce que vous avez l'air de penser que, tant en sculpture, en littérature, en peinture, il est possible de duper ou de feindre. Enfin, il n'y a pas cette même mise à nu, ou cette même nécessité de mise à nu. C'est-à-dire qu'en musique, il est impossible de tricher. Ni dans la danse, ni dans la musique. Parce qu'il y a d'abord, avant la métaphysique, il y a d'abord un artisanat à maîtriser qui est essentiel. Et une double croche, c'est pas un triolet, une noire, c'est pas une blanche, et un entrechat-quatre, c'est pas arabesque, ni un seau, ni des fouettés. Il y a quelque chose de terriblement déterminé avant de transcender l'artisanat. C'est ça. Mais vous tenez très très fort à cette notion d'artisanat. Et dans un très très beau livre de Gabriel Sipovici, il fait dire à un de ses personnages, mais on ne sait pas si c'est un personnage, c'est quelqu'un qui écrit. J'aime beaucoup voir l'efficacité en action, qu'il s'agisse d'un charpentier construisant un placard ou d'une femme repassant une chemise. Pourquoi cette impression d'efficacité, d'habileté des mains semble-t-elle absente quand on observe un peintre ou un sculpteur au travail? C'est là le plus intéressant pour lui des problèmes d'esthétique. Même le sculpteur ne parvient pas à exprimer ce sentiment de bien-être que les artisans, les plus humbles, produisent invariablement. Peut-être est-ce parce que l'artiste est trop concerné ou impliqué.
il doit exister une composante mécanique et répétitive dans le véritable artisanat, le sentiment que les mains ont si souvent fait cela qu'on peut leur faire confiance et qu'elles se débrouilleraient même sans le... Enfin, voilà. Il faut d'abord travailler son coup de crayon, comme oui, pour un peintre. Mais est-ce que cette répétitivité, cette acquisition, justement rendrait disponible à autre chose, à quelque chose, oui, à quelque chose de plus large? Écoutez, déjà, quand on cultive l'exigence, ça vous ouvre d'autres portes. C'est-à-dire que la différence entre un amateur avec un petit A, parce qu'amateur avec un grand A, c'est magnifique, du verbe amarrer, mais c'est le professionnalisme. Et le professionnalisme, c'est-à-dire la culture de l'exactitude, de l'exigence et la conquête permanente de la qualité en essayant d'être meilleur le lendemain que la veille. En tout cas, pour un artiste, c'est sa seule légitimité. Et voilà, je ne sais plus très bien quel était le sens de votre question, mais... Ces différences entre la musique et les arts plastiques, écoutez, les arts plastiques, en tout cas, ça reste. Vous faites une sculpture, une peinture, vous pouvez la revisiter. La musique, c'est en principe, à part les disques, bon, enfin, c'est la culture de l'éphémère, et c'est ce qu'il y a de très beau dans le spectacle vivant. Dans la musique vivante, c'est justement je veux dire, on vit l'espace d'un instant, une émotion qui peut être partagée entre le plus favorisé comme le plus démuni, et ça n'a rien, c'est extraordinairement charnel. Le disque, c'est une photographie d'un moment. Oui, et c'est souvent, et c'est un peu, si j'ose cette métaphore, c'est un petit peu ce que Picard est à la grande cuisine, quoi. Le disque est à la grande musique, voilà, c'est quelque chose qui reste, mais qui n'est pas forcément toujours nourri de la chaleur et de, je dirais, de la spontanéité que peut revêtir un concert vécu en direct. Ceci dit, cette mise à nu, enfin, le fait de baisser sa garde, d'être tout à fait vulnérable, ce n'est pas évident. C'est pas forcément toujours confortable. C'est d'abord, vous savez, c'est Braque qui a dit l'art est une blessure qui devient lumière. Donc, on souffre d'abord. Il y a quelque chose, en effet, de souvent douloureux dans l'interrogation et dans le doute. Mais un artiste qui cesse de douter cesse de progresser. Et puis parfois, il y a tout d'un coup la lumière, le bonheur, la récolte, après des années et des années de peaufinage. Quant au doute, comment arrive-t-on à ne pas douter de ce que l'on entend? Écoutez, le grand problème, c'est de croire qu'on entend ce qu'on voudrait entendre. Alors là, en tout cas en ce qui me concerne dans mon métier, dans mon état, dans cette philosophie, parce que c'est pas vraiment un métier, c'est autre chose, la direction d'orchestre. Il y a les hommes, puis vous avez une masse de musiciens auxquels vous devez donner la vie, qui attendent de vous, vous leur donniez, mais en même temps, la masse, c'est pour ça qu'il faut être toujours en avance, dans l'anticipation, dans la préparation, dans la certitude d'avoir une conception pour pas que la masse vous fasse faire autre chose que ce que vous avez rêvé entendre. C'est ça, vous êtes quelque part un point de source. Le passage entre quelque chose que vous entendez et qu'il faut transmettre. Une complexité. Et puis je fais de la musique par personne interposée. Oui. Je joue de l'orchestre, mais il faut que pour en jouer, je puisse connaître tous les ressorts qui vont permettre de répondre à mes ambitions. Et donc, comment est-ce qu'on parvient à acquérir, pas une certitude, mais à moins remettre en question ce que l'on entend? D'abord, il faut entendre. il faut que l'intérieur, ce que l'on entend à l'intérieur, corresponde à ce qui sort à l'extérieur. Alors souvent, moi, depuis des années, j'enregistre mes concerts, parce qu'après, je réécoute, et je commence à croire que j'ai fait des progrès quand ce que j'écoute correspond à ce que j'ai rêvé d'entendre. Et donc ça se fait dans le temps. La durée est un élément extrêmement important pour le développement, pour la récolte. Je pense que tout auditeur devrait d'abord se poser la question, est-ce qu'on entend? Écoutez, chacun entend ce qu'il veut entendre et ce qu'il peut entendre. Enfin, nous avons pour devoir de servir les compositeurs,
de s'autoriser quelques transgressions qu'on croit positives pour donner la vie à l'œuvre, puis surtout de transmettre. Et puis c'est une interrogation permanente en se disant est-ce que je suis dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité que requièrent les chefs-d'œuvre. Comment se passe votre travail avec un soliste? Est-ce que c'est un dialogue, une rencontre entre deux visions, parce que ça peut être deux visions d'une œuvre? D'abord, un soliste, le chef d'orchestre est là pour l'aider, pour ne pas le gêner. Mais aussi, il peut de temps en temps... Vous dites pour le soutenir et pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Bien sûr, oui. Bah oui. Mais il peut avoir une conception qui, quelquefois, ne correspond pas forcément disons, à l'exigence du texte. Le texte est quelque chose de très important. Or, les grands solistes, les plus grands, et Dieu sait si j'en ai rencontré, quelle que soit leur capacité à embellir l'univers, respectent avant tout le texte musical. Ils ne vous disent pas je fais ça parce que je le sens comme ça, mais je le fais ça parce que le compositeur, je crois, l'a senti comme ça. Et ensuite, nous sommes un filtre. Il y a une différence entre le traducteur, qui quelquefois est didactique et froid, et l'interprète, qui parfois peut dépasser les intentions du compositeur. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'établir un équilibre entre la notion de traducteur et d'interprète. Donc j'essaie, je revendique d'être un traducteur-interprète. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous pensez de, je ne sais pas, cette tentation de jeunes instrumentistes, brillants, doués, mais qui aimeraient se passer de chef aujourd'hui? Il y a quand même quelques formations on peut se passer de chef pour certaines œuvres, mais il y a toujours quelqu'un qui donne un signal pour que tout le monde joue ensemble. C'est impossible. La génération spontanée du rythme, du tempo, elle n'existe pas. Ça, mais juste un signal, est-ce que ça suffit? C'est quand même... Vous intégrez une vision de l'œuvre. Oui. Là, c'est des individualités qui répondent, qui sont en accord avec un signal, mais est-ce qu'il y a intégration? Écoutez, s'ils ont beaucoup travaillé ensemble, il y a toujours un leader, y compris dans un orchestre de chambre sans chef, il y a toujours quelqu'un qui donne, en tout cas, une impulsion. Ça peut discuter, on met ensemble des points de vue, on les rapproche, mais il faut bien correspondre à une conception pour donner une vision d'ensemble. Oui. Et on ne peut pas aborder une œuvre quelle qu'elle soit sans conception. Exactement. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous avez sauvé cet orchestre de Lille en 76, n'est-ce pas, 76, hein? Écoutez, la préfiguration, c'était fin 75. Le premier concert a eu lieu, vous savez, l'origine de cet orchestre, en tout cas aujourd'hui de son développement, est venue de la question que m'a posée le ministre de la Culture de l'époque, qui était Michel Guy, qui était un esthète extrêmement remarquable, qui m'a dit, écoutez, c'est sans doute un cadeau empoisonné, mais est-ce que vous accepteriez de terminer le contrat d'un orchestre qui va être viré? Donc on peut pas rêver piège plus difficile. Michel était désespéré, en grève. Il en restait 33 sur 57 à l'origine. Et donc, moi, le petit Parisien, il fallait que j'arrive les mettre au boulot alors qu'ils étaient en grève depuis 2 mois et qu'ils pensaient très justement disparaître. Donc, alors, ça a duré pendant un certain nombre de semaines, pendant lesquels ils refusaient de jouer. Moi, je faisais des allers-retours en Corail, Paris-Lille, Lille-Paris, puis au bout de 2 mois, je leur ai dit, écoutez, maintenant, je n'en reviendrai plus. Si jamais vous ne voulez pas jouer, vous êtes sûr de disparaître. Si vous acceptez, j'ai un projet que je soumets aux autorités, qui en l'occurrence était Pierre Monroy, maire de Lille, et jeune président du conseil régional, et j'ai rêvé un ensemencement d'une région de 4 millions d'habitants, qui est la plus jeune de France, et qui n'avait pas de vie symphonique. Donc nous avons balbutié les premiers temps, parce qu'il faut de nombreuses années pour construire une écoute collective, une empathie, et puis voilà, et puis l'orchestre est né après quelques concerts, et je me suis occupé aussi beaucoup des enfants pour... Oui, mais vous avez rencontré quand même une région qui était sinistrée quelque part, ou complètement en détresse. Est-ce que ce n'est pas cette détresse-là qui a
L'intelligence de Pierre Mauroy, c'est d'avoir compris, bon, j'ai essayé de lui expliquer, mais parce que c'était pas vraiment, les réflexes n'étaient pas culturels à l'époque. Alors cette région est devenue une des régions les plus culturelles de France, sinon la plus culturelle. Et c'est d'avoir compris qu'en période de crise, troisième choc pétrolier, eh bien, il fallait donner la priorité à ce que généralement on éradiquait, c'est-à-dire éducation, formation, culture. Et le mot culture, bon, c'était quelque chose de très vague qui n'existait pas. Le Nord-Pas-de-Calais a été pendant des années le soutier de la France, charbon, textile, acier, départements qui se sont écroulés par pans entiers. Et l'idée de tout d'un coup développer une manufacture d'émotion et d'aller la porter à tous ceux qui pensaient à tort que ça n'était pas pour eux, c'était de retrousser ses manches et de partager. Vous êtes allé dans les usines, vous êtes allé dans les entreprises, vous êtes allé en prison. Oui, je continue d'ailleurs. Mais on joue aussi au Concertgebouw d'Amsterdam tous les ans, au Musikverein de Vienne, à Carnegie Hall ou bien à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg. Le problème, c'est d'offrir la plus grande qualité, en fonction de ses possibilités, aux plus favorisés comme aux plus démunis. Et ça, je crois que ça a fonctionné. Et la fidélité du public aujourd'hui, probablement vient de ça, ouvrir des mondes. Oui. Est-ce que vous pensez que ce sera encore faisable aujourd'hui? Je crois que tout est faisable. Tout est faisable. L'intelligence, c'est l'adaptation. Il n'y a pas eu de bon temps. Moi, j'ai vécu 3 guerres. Il y a eu des périodes assez horribles. Aujourd'hui, on est dans une période de crise mondiale. Mais je pense aussi qu'il y a des réflexions à développer et qu'il faut aussi, en ce qui concerne nos métiers, se poser la question de la place, de la nécessité, de la fonction d'un artiste dans la société aujourd'hui. Et je crois que si Dieu merci, nous profitons de subventions pour vivre, eh bien, on a des devoirs aussi de partage et il faut épouser une citoyenneté face à ce qu'on a reçu pour pouvoir le transmettre. Bien. Je vous remercie. Et moi aussi.